Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'équipe de Rendez-vous sur notre branche. Ici, nous allons vous raconter des épisodes de vie de parfaits inconnus que l'histoire n'a pas retenus pour les révéler de façon sensible et leur donner leur moment de célébrité. Restez bien jusqu'au bout, dans la dernière partie de ce podcast, nous vous partagerons des astuces et différentes infos pour rechercher vos ancêtres et les trouver. Alors, prêts pour ce nouveau voyage temporel ? Je suis Cécile, biographe et sociologue, animatrice d'ateliers de réminiscence. Je suis Sandrine, graphiste intuitive. J'accompagne les familles à mettre en valeur leurs histoires de vie pour qu'elles puissent les partager et les transmettre. Le rêve américain. Plantons le décor. Nous nous situons au début du XXe siècle, à la sortie de la Première Guerre mondiale, dans la région de Saint-Nazaire, sur la façade atlantique. En préambule, voici les premières questions que nous nous sommes posées. Elles nous ont amenés à tirer le fil de cette histoire touchante et saisissante. Suivez-nous sur les traces de Marie. Comment une jeune fille française du début du XXe siècle a pu mêler son destin à un soldat américain du double de son âge ? Comment cette jeune fille a pu construire sa vie de femme outre-Atlantique ? À quoi pouvait ressembler cette nouvelle vie aux États-Unis ? Était-ce un nouveau départ ? En retrouvant une série de lettres écrites de sa main, vous découvrirez avec nous ce à quoi sa vie a pu ressembler, après un déracinement total. Le rêve américain était-il au rendez-vous, comme au cinéma ? En suivant le destin de Marie, nous découvrirons comment les jeunes filles françaises de son époque ont vécu leur migration. Alors, prêts pour ce voyage temporel ? Accrochez vos ceintures. Lors de la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats américains ont traversé l'océan Atlantique pour défendre la liberté en Europe. Leur débarquement massif en 1917 dans les deux principaux ports de Bretagne, à Brest et Saint-Nazaire, a modifié le quotidien de ses habitants. Hommes et matériels ont envahi cette région pendant environ 2 ans. Cette cohabitation a donné lieu à des histoires plus ou moins heureuses. Aujourd'hui, nous suivons l'une d'entre elles, celle du couple formé par le soldat James et la jeune française Marie de Montoire de Bretagne. Leur histoire résonne encore aujourd'hui dans le cœur de sa descendance et relie plus que jamais la France aux États-Unis. La Première Guerre mondiale sévit en Europe depuis le 28 juillet 1914. La Triple Entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie affrontent la Triplice, à savoir l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Le conflit s'internationalise progressivement jusqu'à la déclaration de guerre des Américains aux Allemands en 1917. Les premières forces expéditionnaires américaines débarquent le 13 juin 1917 à Boulogne. 15 jours plus tard, la première division d'infanterie américaine accoste à Saint-Nazaire. En quelques semaines, 1 million de soldats atteignent le vieux continent. Si la majorité des soldats, environ 800 000, stationnent à Brest, on en compte tout de même 198 000 à Saint-Nazaire. Pour loger cette armée, les Américains installent leur camp dans des campagnes nazariennes. À Montoire de Bretagne, 650 hectares sont réquisitionnés, ce qui correspond à environ 17% du territoire de la ville. Saint-Nazaire verra débarquer en 2 ans 3,3 millions de tonnes de marchandises. Les gigantesques camps du Finistère et de Loire-Inférieure accueillirent jusqu'à 60 000 soldats chacun. La population sextupla, passant alors de 10 000 à 60 000 résidents. La présence des Samis, surnom donné à ces troupes expéditionnaires, chamboule complètement la vie du port de Saint-Nazaire. Cette marée humaine sur le territoire laisse des traces, certaines plus heureuses que d'autres. Les Américains côtoient les Français, par exemple, pendant leurs jours de permission. Ils se déploient dans les bars et cafés de la ville. La presse relate des faits de consommation excessive d'alcool de la part des soldats à cette époque. La prostitution se développe. Le préfet de Loire prend un arrêté pour tenter d'endiguer la spéculation qui sévit sur le territoire. La masse et la lourdeur des véhicules militaires détériorent les routes et chemins. Les délibérations du conseil municipal relatent un certain nombre de désagréments. Vols, rixes, violences, altercations, échanges économiques rugueux, viols et même meurtres. Tous ces faits exaspèrent les habitants de Montoire de Bretagne.
La cohabitation ne fut donc pas un long fleuve tranquille pour tout le monde. Néanmoins, malgré quelques frictions, procès et retour à l'ordre musclé, les interactions entre Bretons et Samis a parfois donné lieu à de belles rencontres, voire même à des histoires d'amour. Certaines se sont transformées en mariages. Entre 1913 et 1919, les communes de Montoire-de-Bretagne et de Trignac ont enregistré un total de 574 mariages franco-américains. C'est considérable pour des municipalités de cette taille. À Bordeaux, on compte seulement 180 mariages franco-américains entre 1918 et 1920, pour une ville de plus de 260 000 habitants à la sortie de la guerre. Aujourd'hui, nous allons donc vous raconter l'histoire d'une de ces 564 unions franco-américaines. Vécurent-ils heureux et eurent-ils beaucoup d'enfants ? La suite nous le dira. La rencontre et un mariage mixte. Marie est née en 1902 à Montoire-de-Bretagne. Lorsque les premiers soldats américains posent leurs Rangers sur le sol de Saint-Nazaire en 1917, elle n'a que 15 ans. Elle est l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Ordinairement, dans les familles nombreuses, la fille aînée contribue à la gestion du foyer. On suppose que Marie ne fit pas exception à la règle et qu'elle seconda sa mère dans les tâches domestiques. Poursuivait-elle sa scolarité ou bien travaillait-elle dans le café familial ouvert depuis 1907 ? Personne à ce jour ne peut nous renseigner. Et nous le disions précédemment, les Américains installés sur le camp Guthrie de Montoire profitaient de leur permission pour fréquenter les bistrots, bars, restaurants et maisons closes de la ville. Il est fort probable que Marie rencontre son futur époux James dans l'enceinte du café familial. Sinon, où un soldat trentenaire, militaire de carrière, aurait-il pu côtoyer une jeune fille de 16 ans ? Que s'est-il vraiment passé entre cette adolescente et cet Américain de 15 ans, son aîné ? On peut supposer que Marie succombe au charme d'un phrasé nasillard sorti de la bouche d'un marin en uniforme dont la haute stature fait chavirer les cœurs. Quant à James, a-t-il été touché par la grâce d'une jeune fille, petite, chaleureuse, aux accents exotiques ? D'ailleurs, la question se pose, comment communiquent-ils entre eux ? Qui des deux parlait la langue de l'autre ? Il est dit que les opposés s'attirent. C'est du moins ce que Marie et James ont confirmé en s'unissant. Autant Marie est petite et dotée de courbes généreuses, autant James s'en impose par sa grande taille et son corps longiligne. Nez droit et long avec des yeux bleus à la clarté aigre-marine pour James. Un nez rond, des yeux noirs et pétillants surmontés de sourcils volontaires pour Marie. Leur idylle, bien qu'assez improbable sur le papier, se poursuit après-guerre. Tandis que ses compatriotes prenaient le large pour retourner au pays, James reste à quai. L'amour le retenait et c'est ainsi qu'il prit Marie comme épouse le 20 août 1919. Leur fils aîné, Jacques, naquit le 23 mai 1920, soit quasiment 9 mois après cette union officielle. Marie a tout juste 18 ans. La vie commune en France. Une fois la guerre terminée, environ 400 000 soldats vont rembarquer entre novembre 1918 et juin 1919. Au rythme de 15 à 20 000 soldats chaque semaine. Les camps d'accueil sont transformés en camps de transit avant le départ. Mais comme nous le disions, James ne retourne pas dans son pays natal. Il reste vivre en France auprès de sa jeune épouse qui accouche de 3 enfants, dont des jumelles. Malheureusement, elle perd 2 de ses 3 nourrissons. C'est Yvonne, née en 1921, qui survit à ces 3 années d'après-guerre. Comment ce ménage surmonte-t-il l'épreuve de perdre leurs 2 premiers enfants ? Quelle est la cause de leur décès ? Existe-t-il un lien entre leur mort et leurs conditions de vie de l'époque ? Leur descendance n'a pas laissé d'explication et nous restons donc aveugles à ce vécu qu'on imagine douloureux. Ce que l'on sait, c'est que le couple réside dans un appartement, à quelques pas du domicile des parents de Marie. James est militaire de carrière et sa solde assure probablement un revenu au jeune foyer. Par contre, il ne parle pas français, ce qui l'empêche de travailler et de s'intégrer pleinement. Son oisiveté professionnelle s'installe, alors que le nombre de ses enfants grandit. Être père au foyer de 3 enfants n'est pas tout à fait dans les mœurs de la société des années 20. Après plus de 7 ans dans cette configuration, James fait le constat que ses opportunités en France sont réduites. Ainsi, en 1927, les Lewis traversent l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis. James compte trouver une position sociale de chef de famille qu'il n'a pas pu obtenir dans l'Hexagone. Une nouvelle vie dans l'Ohio.
Le couple se rapproche des parents de James, dans l'Ohio, au nord des États-Unis. Ils élirent domicile avec leurs 3 enfants à Springfield, qui compte à l'époque plus de 60 000 habitants. Il semblerait, d'après la rumeur familiale, que James quitte définitivement l'armée après la guerre. Du coup, quel métier exerce-t-il à son retour aux États-Unis ? Cette information n'a traversé ni l'océan ni les âges, car aujourd'hui les descendants de Marie sont bien en peine de répondre à cette question. On sait juste qu'aux États-Unis, James trouve sa place de chef de famille traditionnel. Il gagnait l'argent du foyer, tandis que sa femme, Marie, s'occupait de ses enfants, dont le dernier naît en 1933. Cette année-là, Marie est mère de son 6e enfant, à seulement 22 ans. La vie poursuit son cours, sans que la famille française n'ait de détails. On retrouve leurs traces en 1953. On comprend que leurs enfants, devenus adultes, font leur vie, plus ou moins loin de leurs parents. Certains se marient, d'autres ont divorcé. Le plus jeune couple formé par Rosemary et Johnny vit encore sous le toit de Marie et James. Ces derniers sont devenus grands-parents pour la première fois en 1943. Marie fut donc grand-mère à 41 ans. Au total, elle aura 18 petits-enfants. Lorsque James prend sa retraite, le couple déménage à Lakeview, après 27 ans de vie à Springfield. Cette bourgade, située à une 60aine de kilomètres au nord de leur ancien domicile, offre à ce septuagénaire la possibilité de pêcher sur les rives de l'Indian Lake. Cette étendue d'eau regorge d'une riche faune aquatique recherchée des amateurs de pêche. Ils y restent jusqu'à la fin de leur vie, mais pour supporter la rudesse du climat hivernal de l'Ohio, ils fuient le blizzard glaçant qui siffle à leurs oreilles pour le soleil d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ils rendent visite à leur fille aînée, Yvonne, qui y vivait avec son second mari et ses 3 enfants. Contre toute logique, Marie meurt avant son mari, le 28 mars 1961. Elle souffrait d'une pneumonie et son cœur était fragile. James vit encore 7 années. Que peut-on lire entre les lignes des lettres de Marie ? Nous avons reconstitué quelques éléments de la vie de ce couple grâce à la correspondance de Marie qu'elle entretenait avec sa fratrie. Nous apprenons quelques faits principaux, mais en toile de fond, la lecture attentive de ces lettres manuscrites nous renseigne sur sa vie outre-Atlantique et le poids de son éloignement du pays natal. Marie a-t-elle vécu le rêve américain ? Cette émigration et par conséquent cette séparation a-t-elle permis à Marie de vivre le rêve américain ? Certes, elle parle de temps à autre d'un certain confort matériel auquel elle accède petit à petit. Par exemple, lorsque les Lewis s'installent à Lakeview, ils emménagent dans une petite maison de 4 pièces et une salle de bain. En parlant d'Yvonne, elle décrit aussi une très belle maison neuve avec 4 chambres et 2 salles de bain et un grand garage pour leur automobile. Lettre de 1957. Elle précise que tous ses enfants vont bien car ils ont du travail et tous ont une automobile. Soulignons ici qu'en France, dans les années 50, la voiture était un objet de convoitise que peu de foyers possédaient. Annie Ernaux, normande issue d'un milieu modeste, relate ses souvenirs dans son livre Les années, et elle évoque l'automobile de la manière suivante. L'objet le plus enviable et le plus cher était la voiture, synonyme de liberté, de maîtrise complète de l'espace, d'une certaine manière, du monde. On annonçait la société des loisirs. Marie accéda probablement à ce confort de mobilité avant sa famille française. Plus loin, nous apprenons que James et elle ont acquis un Big Gas Fourneau, c'est-à-dire un chauffage performant pour lutter contre les hivers rigoureux de sa contrée. Mais parfois, ce sont les difficultés économiques qui ressortent. Certes, Jacqueline possède une grande et confortable maison où elle accueille volontiers ses parents. Néanmoins, Jacqueline héberge encore ses 6 enfants. Leur maison est loin d'être surdimensionnée, mais ses parents ne semblent pas avoir les moyens financiers pour se procurer un logement indépendant. On perçoit également une certaine préoccupation relative au coût de la vie. James voudrait bien savoir combien un ouvrier est payé pour une semaine et combien ça coûte pour vivre. C'est juste par curiosité, écrit-elle. 1953. La vie n'est pas si simple pour tous. Le jeune couple que forment Rosemary et Johnny ne peut vivre de manière indépendante. Ils cohabitent avec James et Marie en attendant d'avoir une meilleure situation. Il est fort probable que Marie et James ont vécu une vie d'Américain moyen capable d'élever 6 enfants sans manquer de l'essentiel. Néanmoins, Marie paya très cher cet exode car elle n'eut jamais la possibilité de revenir sur sa terre natale. L'avion, jusque dans les années 1960, était réservé à une petite élite. Seuls les déplacements en voiture étaient accessibles.
Ainsi, l'Atlantique et ses 6000 km de navigation nécessaires pour rejoindre sa Bretagne d'origine rendaient cette expédition impossible. Les lettres de Marie traduisent une langue maternelle qui s'étiole au fil du temps. Aucun de ses enfants ne parlait français, ce qui signifie que Marie a abandonné sa langue maternelle dès son arrivée sur le sol américain. Et lorsqu'elle écrit à sa famille, Marie utilise une terminologie simple. Les faits sont annoncés sans émotion, ou presque, non par manque d'empathie ou de sensibilité, mais son niveau de langue, dans la langue de Molière, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aimerait dire. Marie quitte l'école avec son certificat d'études, ce qui lui permet de tenir cette correspondance. Néanmoins, le fait d'évoluer dans un environnement exclusivement anglophone lui fit perdre son niveau de langue initiale. Ces difficultés d'expression écrite se traduisent par exemple dans sa lettre du 22 avril 1953. Elle peine à décrire la profession qu'exerce Johnny, son gendre, qui vit sous son toit. Il travaille où l'on fait des livres et magazines, colliers et autres littératures, dit-elle. Cette information est nébuleuse. Quel est son métier? Travaille-t-il pour l'édition ou le journalisme? Cela signale ainsi une forme de déconnexion avec sa langue maternelle et son évolution. Le 7 décembre 1954, Marie a 52 ans. Elle écrit une nouvelle fois à sa famille de manière collective. Son écriture est hésitante, le vocabulaire est simple. Des mots anglais s'immiscent çà et là dans le corps du texte. Les fautes s'accumulent davantage vers la fin de la lettre, tout comme les ratures. Ce courrier a dû lui coûter beaucoup d'énergie, d'autant plus qu'on apprend que sa maladie l'handicape. Elle écrit « Nous sommes dans une grande Islande au bord d'un grand lac. » Elle utilise Islande au lieu de île. Ou bien encore « Il fait bien froid ici, mais pas dans notre maison, on a un big gas fourneau. » Elle veut dire ici qu'ils ont fait l'acquisition d'une chaudière à gaz performante. Elle ajoute plus loin « Nous avons une petite maison de 4 pièces, and salle de bain. » Elle écrit and et non pas et. Tous ces petits détails qui parsèment ces lettres montrent la prégnance de la langue anglaise alors qu'elle s'adresse à sa famille française. Ces lettres témoignent de l'éloignement des yeux, mais pas du cœur. Le papa de Marie, Henri, meurt à l'âge de 56 ans, en 1933. Sa femme lui survécut 18 ans pour mourir à l'âge de 78 ans. Faute de moyens, Marie n'a jamais revu ses parents. Le voyage était trop loin, trop coûteux, pour les uns comme pour les autres. Quelle douleur pour Marie d'apprendre cette mort à distance. Comment a-t-elle fait son deuil sans jamais pouvoir se recueillir sur une tombe? Sans parler de la tristesse d'être isolée, sans le réconfort des siens le jour de ses enterrements. Loin de pouvoir voguer sur ses flots, l'océan fut pour elle un mur infranchissable, même pour des funérailles. Est-ce la raison pour laquelle elle tient à maintenir une correspondance contre vents et marées, ceux-là même qui la tenaient à distance de ses proches? En tout, 7 lettres de Marie ont traversé les générations. Hormis la toute première carte adressée à son plus jeune frère datant de 1928, toutes les autres sont postérieures, à 1953. Que sont devenus les courriers entre ces deux dates? C'est un grand mystère pour la famille. Malgré tout, on perçoit que le lien n'a jamais été rompu. Marie poursuivait une correspondance coûte que coûte, avec probablement au fond d'elle l'espoir de revoir ses proches. La sensibilité de Marie se devine dans toutes les tournures de phrases affectueuses. Elles occupent proportionnellement une place importante de ces textes, qui restent souvent peu informatifs. On aurait tant à dire qu'on ne dit plus rien, ou bien l'essentiel. Embrassez bien Armand et vos jolies petites filles, et recevez de votre sœur, qui vous aime, beaucoup de plus doux baisers. Embrassez bien vos petites mignonnes pour nous. Embrassez bien vos petites filles pour nous, et recevez nos bons baisers. Les mots se répètent à chacune de ces lettres, comme une rengaine, pour communiquer sa tendresse à ses proches. 16 mars 1953. Elle vient de recevoir des photos de sa famille française qu'elle s'est empressée de montrer avec fierté à son foyer américain. À peine les a-t-elle réceptionnées qu'elle en réclame d'autres, ce qui trahit son envie vivace de rester connectée à sa fratrie, malgré la distance qui les sépare et le temps qui passe. Son regard perçant cherche des ressemblances entre ses nièces et leurs parents. Elle signifie ainsi qu'elle garde en mémoire les visages de ses frères et sœurs qu'elle a quittés un quart de siècle plus tôt. Lorsqu'elle annonce la naissance de son petit-fils Larry, ce bébé bien joli et mignon, elle s'empresse de signaler que son jeune frère Armand a été choisi comme parrain, par procuration, écrit-elle. Elle signifie par cette action symbolique à quel point elle souhaitait garder ce lien, cette connexion avec sa famille française. Se reverront-ils un jour ? Elle n'en sait rien, mais comme pour conjurer un sort, l'union doit se faire d'une manière ou d'une autre. L'espoir fait vivre, dit-on. Marie ne semblait pas en douter.
Avec la lettre du 23 février 1955, on comprend que Marie écrit à sa belle-sœur, la femme de son petit frère Armand, qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais rencontrée. Malgré cela, elles entretiennent une correspondance régulière qui permet d'échanger les dernières nouvelles entre les familles. Marie évoque à plusieurs reprises le mal du pays dont elle souffre terriblement. Nous serons bien contents de recevoir des dragées de France. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des choses du pays. C'est meilleur. C'est si loin. J'ai le mal du pays, quelquefois. Elle égrène, ça et là, des petites phrases mélancoliques dans chacune de ses lettres. Je pense bien à vous tous, en France. Je voudrais bien vous voir tous, mais je ne sais pas si je reconnaîtrai Armand ou Denise. Oh, je me rappelle bien de tous, et je pense bien à vous tous en France. Nous serons bien heureux de vous voir, et vous voudrez bien être dans le même continent, sans être obligé de traverser l'Atlantique. Dans une de ses dernières lettres, elle évoque avec émotion la distance qui la sépare de sa fille aînée Yvonne, 33 ans. Ils sont bien loin de nous maintenant. C'est à 2000 kilomètres de nous. La vieillesse et la maladie qui s'installent. Marie transmettait les bonnes nouvelles en provenance des États-Unis, comme les naissances de ses petits-enfants, les unions de ses enfants, leurs emménagements. Mais à partir de 1954, elle aborde aussi le poids de la vieillesse. Mes cheveux sont tout blancs. Je dois porter des lunettes pour lire et écrire. À la veille de ses 51 ans, en 53, Marie fait part de sa maladie qui l'empêche de manger tout ce qu'elle veut. Moi, il faut que j'aille chez le médecin tout le temps. Le 28 janvier 1957, Marie répond à un courrier reçu à l'occasion des fêtes de Noël. 3 ans ont passé et la vieillesse et ses dommages font leur apparition dans le contenu de cette lettre. Pour soulager son arthrite, le couple décide de passer l'hiver auprès de leur fille Jacqueline au Nouveau-Mexique. Marie l'écrit presque sans y croire. Son mari va avoir 70 ans et elle en a déjà 55. Le dernier courrier date de 1961. Pour la première fois, c'est James qui prend la plume pour délivrer la triste nouvelle. Cher Armand et famille, pauvre Marie est morte. Elle est partie le 5 mars 1961 d'une pneumonie et malade du cœur. Elle allait avoir 59 ans. S'il vous plaît, laissez les autres savoir. Je demeure avec Jacqueline, à Springfield, dans l'Ohio. S'il vous plaît, écrivez. J'écrirai plus quand je serai remis sur pied. James. Si ce n'est par l'entremise d'une guerre mondialisée, Marie et James n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais voilà, la grande histoire démultiplie les petites et ce couple improbable s'est donc formé grâce au soutien apporté par l'américaine aux Français sur les côtes bretonnes. Pour répondre à la question initiale, nous pouvons dire que le couple a eu beaucoup d'enfants et petits-enfants. En revanche, furent-ils vraiment heureux ? Malgré un confort matériel apparent, ils n'ont pas été à l'abri de difficultés économiques. Mais surtout, Marie a souffert toute sa vie du mal du pays, ce qui a terni son bonheur. Ce chagrin a-t-il écourté sa vie ? Ce qu'elle n'a pu réaliser de son vivant, à savoir revenir sur sa Bretagne natale, son fils Joey l'a fait 75 ans après son départ aux États-Unis. Il a concrétisé ainsi le rêve de sa mère, et ce voyage n'a pu être possible que grâce à ces lettres échangées pendant une 40aine d'années. Quel beau cadeau, quel bel héritage! Les voyages se succèdent entre les deux continents. Nous sommes ravis de voir l'histoire qui continue de s'écrire et de découvrir ces personnes avec facilité. Les liens du sang nous facilitent sûrement ces rencontres. Pour retracer le parcours de Marie, cette jeune fille française qui s'est mariée donc à ce soldat américain à la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons utilisé les documents suivants. Alors déjà, nous avons croisé les récits familiaux avec des documents de l'exposition commémorative réalisée par la commune de Montoire de Bretagne. On a pu découvrir ainsi l'histoire de la présence des soldats américains au moment du premier conflit mondial. Il y avait également les photos de famille, les articles scientifiques et historiques sur des plateformes scientifiques comme Cairn, Persée et Gallica. La littérature nous renseigne parfois également, et bien sûr la précieuse correspondance de Marie avec sa famille.
préparant ce podcast avec Cécile, j'ai constaté qu'on pense bien connaître son histoire jusqu'à ce qu'un regard extérieur pointu l'interroge. Grâce à ce recul, des questions essentielles permettent une meilleure compréhension globale d'une trajectoire familiale. On n'analyse pas forcément ce qui peut apparaître comme des détails, mais qui, une fois considérés, permettent de recomposer le puzzle de notre vie. Au fil de nos échanges, j'ai été émerveillée de voir comment, avec ton approche, Cécile, biographique et sociologique, tu nous apportes une nouvelle lecture de l'histoire. Tu as mis en évidence des phénomènes de répétition dont nous n'avions même pas pris conscience. Tu nous as amenés à nous poser des questions comme la différence d'âge du couple formé par Marie et James, la barrière de la langue entre eux, le mal du pays, etc. J'ai découvert une femme très attachée à sa famille et je suis heureuse de voir que les valeurs familiales qui lui étaient si chères lui ont survécu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si un océan nous sépare, la famille reste unie comme le souhaitait Marie. Un bel héritage. Merci Sandrine, et je suis vraiment heureuse d'avoir pu donner un nouvel éclairage à votre histoire familiale. Mais c'est surtout à Marie qu'on le doit, puisque c'est grâce à sa correspondance régulière et à sa conservation qu'on a pu reconstituer cette histoire et l'analyser. Et puis, vous avez des documents et des récits familiaux dont tu m'as fait part qui constituent des témoignages du passé, et ce sont vraiment des vrais trésors familiaux. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à préserver à votre tour tout type de documents qui en font des archives précieuses. Elles permettent un jour ou l'autre, à ceux qui s'y intéressent, de découvrir des pans de l'histoire oubliés ou passés sous silence. Merci d'avoir écouté ce podcast et si vous avez une question, vous pouvez la poster dans les commentaires. Si vous souhaitez nous contacter pour nous proposer de nouvelles histoires ou de nouvelles thématiques à explorer, n'hésitez pas à le faire directement sur SoundCloud ou sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous sur notre branche. Si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager sur les réseaux et de laisser votre avis en ligne. Encore 1000 merci pour votre écoute et à très bientôt. À très bientôt.